Alors, cette journée d'études, elle vise l'examen du lien entre la conception des référentiels, leur usage, qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient pour des questions RH ou de développement professionnel, et l'employabilité des publics hautement diplômés. Alors, cette question de l'employabilité des publics hautement diplômés, elle est assez peu traitée et elle mérite d'être questionnée. Ben parce que elle peut être en contradiction avec une mission fondamentale de l'université, donc qui est de développer des savoirs qui participent au développement de la personne, à son émancipation, et pas uniquement de développer des savoirs et des compétences qui seraient directement utiles aux futurs employeurs. C'est une question qui mérite donc d'être questionnée aussi parce que mettre un petit peu trop en avant la question de l'insertion professionnelle de ces publics hautement diplômés, qui est en général satisfaisante sur le plan quantitatif, elle peut se faire au profit d'un déclassement de la valorisation de leurs compétences. Euh, alors, dans cette journée, on va apporter un regard critique sur les référentiels qui sont conçus, ceux des chercheurs, ceux des enseignants, mais aussi on va mettre le projecteur sur les usages de ces référentiels pour la conception de formation dans le supérieur. Alors, quelques mots sur l'origine de cette journée. Je mène des travaux sur le doctorat et avec ma collègue Fabienne Saboya, donc on a d'assez nombreux projets ensemble, notamment sur les référentiels de compétences des chercheurs. Euh, et on s'est posé pas mal de questions sur la méthodologie de conception de ces référentiels. Et également, donc, on perçoit les atouts pour leur usage à des fins pédagogiques, mais c'est aussi quelque chose qui nous intéresse de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces référentiels de compétences pour la formation et notamment pour ce qui nous concerne euh, des apprentis chercheurs. Donc comme Stéphane Ballas est d'une référence sur la question des référentiels de compétences, on s'est adressé à lui pour collaborer sur cette question de façon à interroger la question de la méthodologie de conception et des usages pédagogiques de ces référentiels. Voilà, écoute Stéphane, je te passe la parole. Bonjour. Alors, je vais dire 2 mots de qui je suis puisque tu m'y invites d'une certaine façon. Donc, je suis Stéphane Vallat, donc je suis enseignant-chercheur dans l'équipe des métiers de la formation. Et effectivement, j'ai une obsession dans la vie, c'est les référentiels et en particulier la conception des référentiels en lien avec les questions du travail. Voilà. J'ai fait ma thèse sur ce sujet. J'ai longtemps été un acteur de cette question des certifications puisque j'ai fabriqué des diplômes de 2 ministères, etc., etc. Donc ça fait, on va dire, 30 ans que je grenouille sur cette question. Donc effectivement, je ne sais pas si je suis un expert, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et j'étais content de trouver des copains et des copines avec qui ça pouvait se partager parce que, en fait, les gens qui s'intéressent au référentiel sont assez rares en France, hein, il faut le dire. Voilà. Alors, j'en reviens maintenant aux propos que j'ai prévu de porter. Donc, cette journée d'études, effectivement, elle questionne le rapport entre l'enseignement supérieur et les référentiels, on va dire. Euh, et moi, ce que je considère, en tout cas, j'ai une lecture de ce lien entre l'enseignement supérieur et les référentiels comme celle d'une histoire mouvementée, commune mais mouvementée. Nous allons le voir aujourd'hui, le modèle référentiel qui est adopté aujourd'hui permet de concevoir des diplômes d'une manière différente de ce que c'était précédemment, puisque précédemment, les diplômes étaient fabriqués sous la forme de programmes de formation. Et les années 80 sont un tournant de ce point de vue-là, avec des expérimentations autour de l'utilisation de ce modèle. Hein. Mais jusqu'à cette période-là, les diplômes étaient décrits plutôt par des corpus de connaissances à acquérir et qui étaient organisés, formalisés sous forme de programmes de formation et qui éventuellement donnaient lieu aussi à des descriptions d'épreuves d'examen final
Voilà. Que ce soit dans le champ des diplômes un peu connus, par exemple ceux de l'éducation nationale qui sont ceux de référence, mais y compris dans d'autres ministères. Moi, je bossais au ministère de la Jeunesse et Sport à l'époque, et les diplômes étaient décrits sous forme d'épreuves. Alors, les épreuves du brevet d'État d'éducateur sportif dans la natation, eh bien, c'était première épreuve, un 50 mètres nage libre, deuxième épreuve, une épreuve de maintien en moins de 1,20, etc., etc. Voilà. Euh, c'est d'abord dans les années 80 pour les diplômes professionnels industriels, artisanaux, du BTP et de quelques autres secteurs, plutôt des diplômes de niveau, à l'époque, qu'on appelait de niveau 5 ou de niveau 4, hein, voire pour certains de niveau 3, c'est-à-dire ce qui correspondait à l'époque à un BTS, que se pose cette question d'un changement de positionnement et d'un changement de méthode pour fabriquer ces diplômes, une forme de changement de modèle qui vise à rapprocher les formations du besoin du marché de l'emploi qui est dans cette période bousculé par la montée du chômage massif des jeunes. Et alors, il est envisagé par les instances dirigeantes que former les individus de manière plus ajustée aux besoins des entreprises grâce à cette adoption d'un modèle en référentiel va produire de manière automatique, quasi magique, une meilleure employabilité. Et donc, ça va régler le problème, ça va inverser la courbe du chômage, hein. C'était une expression qu'on entendait au JT un jour sur deux dans cette période-là. Et oui, je suis vieux, donc je m'en rappelle. Euh, donc, on a une apparition des premiers diplômes professionnels construits dès l'origine sous la forme de référentiels, hein, puisque les autres ont été expérimentés, mais comme des transformations de programmes de formation. Là, les premiers diplômes qui sont fabriqués en partant de l'idée qu'ils vont être fabriqués par des référentiels, c'est les années 80-85, avec en particulier le premier diplôme emblématique, c'est le baccalauréat professionnel, qui est fabriqué et qui sort en 1985 pour une mise en œuvre un peu plus tardive. D'ailleurs, au passage, c'est un certain Jean-Pierre Chevènement qui signe, qui signe le décret de création. C'est assez amusant de voir les chemins ensuite qui se séparent. Mais voilà, à l'époque, il n'était pas là où il est aujourd'hui. Et puis évidemment, très progressivement, d'autres diplômes sur ce modèle-là sont construits, hein, alors, avec des ministères qui sont assez innovants, comme le ministère de l'Agriculture. À Jeunesse et Sport aussi, on prend ce train-là. Au ministère du Travail, avec les titres de l'AFPA, enfin, etc. La loi de 2002, la loi dite de modernisation sociale de 17 janvier 2002, est évidemment un tournant dans l'histoire des questions de diplôme et de certification, avec la création du répertoire national des certifications professionnelles, qui d'une certaine façon, crée l'expression de certification professionnelle d'abord, puisque avant on ne parlait pas de certification professionnelle, on parlait de diplôme, voilà. Et cette création et cette expression, elles impliquent une homogénéisation de ce que j'appelle les divers objets certificatifs, que sont les diplômes des ministères certificateurs, les titres professionnels produits par le ministère du Travail et les organismes de formation, et les certificats de qualification professionnelle, CQP, délivrés par les branches professionnelles. On en est encore là, hein, aujourd'hui, hein. C'est toujours les mêmes objets qui existent, hein. Et cette loi de 2002, elle dit, voilà, vous devez tous adopter le modèle des référentiels, puisque pour vous inscrire au répertoire, c'est une des 3 conditions d'inscription. Tous, vous êtes concernés, hein. Vous devez rendre vos diplômes accessibles par la validation des acquis d'expérience qui vient d'être créée par cette même loi. Vous devez produire des objets discutés paritairement par des partenaires sociaux. Et, troisième référence, vous devez fabriquer vos diplômes sous forme de référentiel. Alors, ce n'est pas dit tout à fait comme ça, c'est indirect en fait. C'est vous devez inscrire, vous devez rentrer dans les cases de la fiche RNCP, et ce qui veut dire que vous êtes obligé d'en passer par un référentiel. Donc, pendant quelques temps, certains ministères, par exemple, continuent à avoir d'un côté un programme de formation, et à côté de ça, ils disent, bon, bah, ils traduisent ce programme de formation en référentiel. Mais très vite, ils s'aperçoivent que ce n'est pas opérant. Et donc, très vite, tous les ministères s'y mettent, jusqu'au ministère de la Culture qui s'y met en 2006 avec la création d'une CPC, enfin, etc. Voilà. Donc, le modèle référentiel s'impose à tous, de manière assez naturelle pour les diplômes de niveau inférieur, de niveau 5, de niveau 4, mais évidemment, sans doute de façon beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de difficultés pour les diplômes de l'enseignement supérieur, où cette volonté de professionnalisation des cursus et des diplômes est d'une certaine façon, et on y reviendra longuement dans l'après-midi en tout cas, assez orthogonale avec la fonction historique de l'université en France. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler ce qu'on va dire cet après-midi, mais
Peut-être qu'on peut se poser la question, Fabienne, de voilà, aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, tu vas, je crois, nous dire un peu comment on va organiser cette journée. En posant quelques jalons concernant le lien entre référentiel, merci, et employabilité des publics hautement diplômés, en dégageant deux questions. Celle de la correspondance entre formation et employabilité, et celle de l'utilisation des référentiels pour une gestion qualifiante des compétences. Alors, en approche de la première question, rappelons que l'insertion professionnelle de ces publics est moins difficile que pour les publics moins diplômés. Et par exemple, contrairement aux idées reçues, le taux d'emploi des titulaires d'un doctorat est de 85% un an après la soutenance et de 92% 3 ans après la soutenance. Mais on peut se demander sur quelles compétences ces demandeurs d'emploi sont recrutés, quelles sont les activités qu'ils mènent et comment sont-ils évalués dans leur emploi. Ces compétences, activités et évaluations, dont on peut penser qu'elles étaient en accord avec leurs aspirations, leurs valeurs et avec l'imaginaire qui avait nourri leur engagement en formation, est-ce qu'elles sont en correspondance avec celles de l'employeur? Alors, pour en venir à la deuxième question, rappelons que l'employabilité ne désigne pas uniquement la capacité à s'insérer professionnellement. C'est une capacité dynamique à l'emploi. Cette capacité dynamique à l'emploi, les diplômés, les individus hautement diplômés doivent en faire la preuve et en particulier faire preuve d'excellence, de performance et d'efficacité dans notre économie de la connaissance qui est excessivement compétitive et concurrentielle. Il doit alors développer de manière continue ses compétences pour une nécessaire adaptation aux rapides évolutions des emplois. Cela implique recours à différents différentiels pour une évaluation régulière du salarié, pour l'identification de ses compétences potentielles et pour la mise en place de formations adaptées. La question est alors de savoir quelles conditions ces référentiels pourraient être, à quelles conditions, pardon, ces référentiels pourraient être des outils partagés pour une gestion qualifiante des compétences de ces salariés hautement diplômés, tout en contribuant à la performance de l'entreprise qui les emploie. Car l'employabilité ne peut pas relever de la seule responsabilité du salarié. Voilà, alors je reviens à ce qui a été dit précédemment et j'espère que cette journée va permettre d'avancer sur ces différentes questions qui ont été posées. Et je vais maintenant, très rapidement, parce que vous avez tous eu le flyer, présenter comment va s'organiser la journée. Alors ce matin, il y aura 3 exposés qui suivent les règles habituelles de 20 minutes de présentation et de 10 minutes de discussion avec le public. Ces 3 exposés ont été regroupés parce qu'ils présentent la particularité
de s'intéresser aux chercheurs. La pause méridienne se fera normalement, si tout va bien, n'est-ce pas, à 12h15. Et le travail reprendra à 14h. Oui? Ah bon, je croyais que vous vouliez prendre la parole. Excusez. Ah! Parce que moi, le code, je veux... En Suisse, ça ne va pas dire la même chose. Ah oui. Excusez alors. Et cet après-midi, toujours selon les mêmes règles, nous aurons 3 exposés qui, eux, se centreront davantage sur les problématiques de formation, amorcées en fin de matinée d'ailleurs. En fin de journée, nous aurons une intervention de Jean-François Métral de l'Institut Dijon, qui nous a fait l'amitié de bien vouloir endosser le rôle de grand témoin. Et le dernier mot sera donné au public. Alors, je nous souhaite une belle journée de réflexion. Voilà, donc on va commencer avec la première communication. Oui. Ouais. Donc, c'est toi, Fabienne, qui va faire passer les slides, ça va aller? Comme ça. Ouais. Non, ça, je l'ai fait passer. Ah. Alors, en fait, il y a un mode comme ça. Tac. Voilà. Et puis, éventuellement, selon le ici. Ça. On veut juste Ouais, c'est bon. Non, mais c'est pas grave si. Oui. Non, ça ne va pas. Ouais, c'est plutôt celui-ci. Et là, tu vois, c'est ici. J'appuie là. D'accord. Bon, sinon, je peux le faire. Hein. Si cette panique, je peux le faire. En fait. Je ne devrais pas me paniquer. Ça va aller? Tiens. Voilà. Bon, les problèmes techniques étant résolus. Voilà, je vous propose de commencer avec la première communication qui va porter sur le référentiel de compétences de chercheur ResearchCamp et la représentation du métier de chercheur qui est donné dans ce référentiel. Alors, voici comment alors attendez. Voilà comment la communication s'organise. Tout d'abord, donc, le contexte, les objectifs du référentiel de compétences donc, tels qu'ils sont présentés dans le ResearchCamp. On s'est arrêté uniquement sur ce référentiel-là. On avait l'intention au départ de comparer avec plusieurs autres référentiels de compétences de chercheurs. Et on se focalise uniquement sur celui-ci. Ensuite, on vous présente la méthodologie de conception du référentiel telle qu'elle est annoncée donc, par les concepteurs. On donne quelques définitions sur ce que nous entendons par le métier
de chercheur et également ce que l'on entend par représentation du métier de chercheur. On vous présente les outils méthodologiques, donc la manière dont nous avons analysé ce référentiel, et puis on vous présente les résultats. Alors, parmi les objectifs, alors oui, en préambule, donc à l'heure où la professionnalisation du chercheur devient une priorité, où le lien entre recherche et société est de plus en plus prégnant et marqué par un rapprochement entre les entreprises et le monde académique. La représentation du métier de chercheur employable mérite, de notre point de vue, d'être questionnée. Donc, quand on parle donc, de professionnalisation des docteurs ou des doctorants, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de valoriser le métier de chercheur en entreprise? Ou est-ce qu'il s'agit d'ouvrir les compétences managériales ou recherchées en entreprise? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de former au métier de la recherche à proprement dit? Donc, sachant que cette distinction entre le monde académique et le milieu professionnel a tendance, comme l'a bien démontré Christine Muslin, à se gommer progressivement. C'est-à-dire que des habitus du monde académique sont utilisés en entreprise et le monde de l'entreprise a tendance aussi à imprégner le monde académique. Alors, s'agissant des objectifs affichés du référentiel ResearchCamp, il y a celui d'offrir un cadre de référence européen pour les chercheurs, pour leur formation tout au long de la vie, dans et hors du champ académique. Il y a le fait, donc parmi les objectifs, avoir une compréhension commune des compétences dont les chercheurs ont besoin pour mener à bien leur carrière. Permettre la mobilité des chercheurs, donc la mobilité géographique, mais aussi la mobilité intersectorielle. Et puis, renforcer les compétences du chercheur pour améliorer les carrières. Et enfin, permettre une large reconnaissance des compétences des chercheurs hors du champ académique. Alors, s'agissant de la méthodologie de conception qui est annoncée par les concepteurs de ResearchCamp, qu'on trouve dans un rapport qui est apparu à peu près au même moment que la parution du référentiel. On note une revue de littérature sur les compétences de chercheurs. Et en fait, dans les faits, ça se résume au référentiel Vitae, qui est un référentiel anglais paru en 2014, qui est fait par des chercheurs et pour des chercheurs. Et un référentiel australien très sommaire, qui tient sur une page de l'université, je crois, de Canberra. Voilà, et donc on note au passage que les travaux francophones réalisés notamment par DocPro n'ont pas été, ont été ignorés. 2 enquêtes en ligne parmi les chercheurs du monde académique et du secteur privé, des études de cas, une analyse de la base de données Euraccess. Donc, pour votre info, Euraccess, c'est la plateforme qui inventorie les compétences demandées pour les chercheurs et qui publie l'ensemble des postes de chercheurs dans toute l'Europe. Des entretiens avec les bailleurs de fonds, un focus group, ou enfin en tous les cas, il est noté focus group, et à la fin, la validation du référentiel avec donc de multiples parties prenantes. Alors, on note dans cette méthodologie affichée par ResearchCamp que les différentes parties prenantes ne sont pas explicitement mentionnées. On ne sait pas qui, en fait partie des parties prenantes. Donc, les enquêtes en ligne ne spécifient pas le nombre de chercheurs impliqués, ni à nouveau qui sont les parties prenantes. On ne sait pas si ce sont des chercheurs de quelle discipline, le nombre, chevronnés, débutants. Donc ça, c'est un petit peu manquant. Et
la validation par les parties prenantes à plusieurs reprises donc, et notée à plusieurs moments. Donc, ce qui signifie, d'accord, que les besoins des entreprises sont quand même prépondérants. On passe maintenant à notre parcours définitionnel, donc, et je passe le micro à Fabienne. Alors, on a cerné la notion ou le concept de représentation avec les travaux de l'anthropologue linguiste Sperber, qui distingue représentation publique et représentation mentale. La représentation publique met en jeu 4 éléments: la représentation elle-même, son contenu, le ou les utilisateurs et son producteur. Elle est généralement un moyen de communication entre le producteur et le ou les utilisateurs. La représentation mentale s'en distingue puisque producteur et utilisateur sont la même personne. Il n'y a donc pas communication. Dans notre recherche, cette représentation publique est une construction du métier de chercheur opérée par les concepteurs du référentiel. C'est une expression schématisée du métier tel qu'ils le conçoivent. Alors, ensuite, on s'est intéressé au métier de chercheur qui souffre d'un brouillage sémantique, puisque il y a un passage entre le singulier et le pluriel, et il y a souvent superposition stricte entre métier et emploi. Alors, on est devant 3 sens différents qui vont du plus général au plus particulier. Nous avons le sens de métier générique du chercheur, et dans ce cas-là, il permet de distinguer, par exemple, chercheur et ébéniste. On a le sens du métier spécifique et au répertoire opérationnel des métiers et des emplois, le ROM, produit par France Travail. On a une fiche technique, par exemple, du chercheur en sciences humaines et sociales. Et dans ce même référentiel, pour le sens 3, métier égale emploi, on a 50 emplois pour ce chercheur en sciences humaines et sociales. Donc, nous, dans notre travail, nous avons retenu le sens générique, bien évidemment. Ajouté à cela, on a cherché à cerner la notion de chercheur, excusez la répétition, en nous inspirant du texte de la Commission européenne de 2023. Donc, c'est très récent. Alors, je vous lis la définition. Les chercheurs sont des spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances nouvelles. Ils mènent des recherches et améliorent ou développent des concepts, des théories, des modèles, des techniques, des instruments, des logiciels et des méthodes opérationnelles. Excusez du peu. Les chercheurs peuvent participer intégralement ou partiellement à différents types d'activités. Par exemple, recherche fondamentale ou appliquée, développement expérimental, exploitation d'équipements de recherche, gestion de projets, et ce, dans tous les secteurs de l'économie et de la société. Définition complétée dans le même document par 4 profils de chercheurs. Chercheurs du premier niveau. Nous vous avons mis la traduction en anglais. Je me garderai bien de vous le lire. L'original, oui, c'était l'original, c'est dans l'autre sens. Le chercheur reconnu, le chercheur confirmé et le chercheur leader. Et il est évidemment intéressant de constater qu'on passe d'un niveau au niveau supérieur par une augmentation de l'indépendance du chercheur, de ses responsabilités et de sa reconnaissance par les pairs. Alors, nous en arrivons à la méthodologie. Comment caractériser le métier de chercheur? C'est ce que nous nous sommes demandé pour arriver à la représentation.
Et nous avons utilisé une méthodologie qualitative à 2 volets. L'analyse du contenu qui s'intéresse au dit, ça c'est assez classique, mais aussi à la manière de dire. Et nous avons aussi mobilisé les travaux qui, par exemple, de Lehmann, Lethier est né sur la notion d'objet textuel qui concerne la matérialité du texte. Ces auteurs-là ont travaillé sur l'organisation spatiale, les éléments visiographiques, par exemple. Tout à l'heure, on va voir un exemple pour éclairer. Alors, quels observables nous avons utilisés? Ils sont hétérogènes. La scénographie textuelle à partir des travaux de linguistes, les modalités d'énonciation, les genres et les types textuels. Et troisième type observable, qui renvoie évidemment aux travaux très connus de Bardin, thèmes, champs lexicaux et champs sémantiques. Alors, on en arrive aux travaux pratiques, ou plutôt là, ce sont les résultats. Vous avez devant vous la première page du référentiel Recherche.com et vous voyez immédiatement qu'il y a là un effort de scénographie. Et bon, je ne peux pas rentrer dans le détail de la description, mais l'idée, c'est que cette scénographie manifeste l'intention des concepteurs d'avoir une approche didactico-pédagogique, ce qui laisse à penser que le métier est conçu par eux comme un métier complexe à faire connaître et comprendre. C'est un métier aussi qui est représenté comme présentant une grande cohérence interne. Et là, on voit que dans les différents blocs, dans les 7 blocs, on a une unité, comme on peut l'avoir dans les référentiels, dans le répertoire national des certifications professionnelles. C'est une des conditions majeures. Un métier qui est prédéterminé par des existants. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous voyez ici, on n'a pas une macro-compétence, mais on a une nominalisation, manager la recherche, produire un impact, production d'un impact, justement. Et donc, c'est comme s'il y avait des existants qui posaient sur la conception du métier. C'est un métier, le management s'impose. Vous voyez ici dans ces en-têtes qu'il y a 3 fois management. C'est un métier qui a une production d'un impact important, puisque c'est le bloc le plus fourni. C'est un métier, c'est une représentation du métier où le cœur du métier est en dernière position. Ça concerne ces 2 blocs-là. Et enfin, c'est un métier genré, un métier de cadre en col blanc. Vous voyez les logos. Bon, est-ce que quelqu'un a des boutons de manchette et une cravate parmi nous? Vous avez compris ce que je veux dire. Tu me mets la prochaine? Alors, résultat, modalité de représentation. On s'est intéressé aux modalités de représentation du métier dans ce référentiel. Alors, on a un système de prescription d'un faire. Ça, c'est très classique pour les référentiels, puisque c'est sous une forme injonctive, prescriptive. Et je suis allée trop vite. Excusez. Je vais faire comme quand tu montres. Oui, ça ne montre pas. voilà. Ce que je vais faire, je vais le montrer. Oui. Oui. Eh ben, montre-le là, parce que ce sont les. C'est ici. Voilà. Alors, ensuite, vous avez des prescriptions d'un comment faire, exprimé sur un petit texte qu'on dit discours programmateur. Ah, ça ne se voit pas? Ah, pardon. Voilà le comment faire. Et pour finir, on a ici, vous voyez, dans les 4 catégories qu'on reconnaît, qui ont été énoncées tout à l'heure, fondamental, intermédiaire, avancé et expert, on a l'expression
d'activités qui peuvent être cognitives, mais selon une modalité de présentification, comme si c'était de l'ordre du réel, que ça arrivait réellement. Voilà, je te repasse la parole et les outils. Merci. Voilà, on continue avec les résultats. Alors cette fois-ci, avec plutôt une analyse donc, de contenu qui a permis de déceler, on va dire, 6 grands traits marquants du métier de chercheur dans ce référentiel. Donc, outre donc, le fait que cette activité de chercheur qui est montrée comme réelle, tandis qu'elle est souhaitable, c'est pas la réelle, on veut dire, activité du chercheur, mais c'est plutôt l'activité souhaitée. Donc, dans cette activité souhaitée, il y a comme premier grand trait une gestion optimisée de la recherche, c'est-à-dire qui garantit une production scientifique qui est structurée, efficace, stratège. Dans ce cadre-là, donc, le chercheur recherche et obtient des fonds. Donc, il s'agit d'une activité extrêmement importante et subventions pour la recherche. Il mène la recherche en mode projet et il adopte un mode de management par le dialogue pour une meilleure efficacité. Voilà, donc vous avez des extraits du référentiel donc, qu'on vous a mis avec notre traduction. Merci les traducteurs automatiques. On était derrière, d'accord, pour vérifier quand même. Mais donc, et puis l'original entre parenthèses. Voilà, donc la question de mobiliser des ressources, de gérer, de planifier diverses ressources telles que les ressources humaines, le budget, les délais, les résultats. Mais aussi donc, comprend ses propres priorités et celles de ses collègues et crée un environnement de travail coopératif et optimise ainsi le rendement du travail d'équipe. Deuxième trait important, donc alors j'ai peut-être pas fait. Oh mince, je me suis trompée. J'ai oublié un trait important. Hop. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, je reviens juste en arrière, je passerai aux 3 après. Donc, le premier grand trait donc, est un resserrement en lien avec la société et une ouverture du champ académique vers la société. Dans ce cadre-là, donc, le chercheur donc, produit des connaissances et les communique largement, bien au-delà du secteur académique. Travaille avec les acteurs hors du champ académique et contribue à transformer la société. Donc un lien vers la société donc, qui est très, très, très fortement mis en avant. Le deuxième trait donc, que je vous ai présenté sur donc, un mode management pour plus d'efficacité. Alors, attends, parce que j'arrive pas à voir. C'est trop petit ici. Excusez-moi. Comment je peux grossir? Voilà. Un troisième grand trait de ce référentiel, l'efficacité, elle passe par une optimisation du chercheur tout au long de sa carrière. C'est-à-dire qu'il planifie son organisation personnelle et il contribue à planifier celle des autres. Et il s'améliore de façon continue pour être, entre guillemets, durable. Il est résilient, il est entreprenant et met au service de la société ses ressources cognitives. Donc ici, on s'aperçoit donc que pour être durable, les chercheurs s'améliorent de façon continue. Et cette question de la durabilité, elle s'applique également à leur activité professionnelle. Quatrième trait, l'interdisciplinarité. Le chercheur peut plus efficacement répondre à des questions complexes de la société. Donc, il apporte de nouvelles connaissances à sa propre discipline et aux disciplines connexes.
Il est capable de mener des recherches interdisciplinaires en collaborant avec des chercheurs d'autres disciplines. Voilà. Et il développe une approche visionnaire et il est capable de remettre en question les points de vue traditionnels en s'adossant à des recherches interdisciplinaires. Donc là, ici, on s'aperçoit donc que l'interdisciplinarité, elle est explicitement mise en avant à travers la valorisation des échanges entre disciplines, la collaboration avec les chercheurs d'autres domaines et le développement de nouvelles approches transdisciplinaires. Cinquième trait, un chercheur outillé, il est capable de produire et de protéger les données et les résultats, mais aussi de les commercialiser. Donc, il produit, il analyse, il stocke les données, il les maintient dans les bases de données et soutient leur réutilisation. Il utilise donc des logiciels open source. Donc ça, c'est un élément très central qui apparaît à plusieurs reprises, mais aussi il les adapte à ses besoins, donc, et il encourage leur usage. Enfin, bien, il gère et protège les droits et propriétés intellectuelles, mais tire profit aussi de ces productions intellectuelles pour leur commercialisation. Donc, au-delà des traditionnelles méthodologies de recherche, les chercheurs savent protéger les données, ils disposent d'aptitudes numériques et juridiques, commercialisent leurs résultats et utilisent des logiciels open source qu'ils savent optimiser. Et enfin, dernier trait, valorisation des pratiques entrepreneuriales. C'est-à-dire que le chercheur élabore des idées de recherche dans le but de les commercialiser, de créer de la valeur. Il plaide pour un engagement accru avec la communauté de l'innovation et il développe même des entreprises. Donc, ce référentiel fait écho à un autre référentiel qui a été créé par la Commission européenne qui s'appelle Entrecomp, donc un référentiel de compétences pour les entrepreneurs. Et donc, on retrouve certains éléments de ce référentiel dans ResearchCamp. Voilà, on vous soumet donc ce que nous retenons de ce référentiel. Dans ResearchCamp, le métier de chercheur tel qu'il est représenté demande aux professionnels qui l'exercent d'être un manager de ses projets, de sa carrière et de celle des autres. Il lui demande d'être aussi lié aux problématiques sociétales, avec la mise en lien de différentes disciplines, par le biais de l'innovation, le conseil aux politiques. Et c'est un créateur de valeur. Donc, l'accent mis sur l'efficacité, l'impact sociétal et l'interdisciplinarité reflète une évolution du rôle de chercheur qui dépasse le cadre strictement académique pour devenir un acteur du développement, donc un acteur clé du développement sociétal et technologique. On s'aperçoit également que les pratiques entrepreneuriales qui supposent une transformation identitaire du chercheur. Voilà, donc un professionnel polyvalent, engagé dans la société, gestionnaire efficace de ses projets et de sa carrière, stratège et innovateur. On vous soumet à la discussion et ces interrogations. Donc, on se demande si le métier tel qu'il est décrit dans le ResearchCamp n'est pas davantage un trouveur et peut-être moins un chercheur. En sachant que pour le physicien chimiste Didier Roux, qui a été chercheur dans le monde académique, mais aussi en entreprise, le lien entre recherche et innovation n'est absolument pas linéaire. Il y a d'un côté la découverte des chercheurs, l'invention de l'autre, qui est une intention d'utiliser les résultats pour la recherche, et l'innovation, qui est l'utilisation de l'invention à des fins marchandes. Or, en fait, dans le ResearchCamp, on a une seule personne pour ces trois étapes ce qui peut poser question.
L'autre question qu'on vous soumet, c'est cette question quand même de la polyvalence du métier de chercheur. Est-ce qu'elle est compatible avec la qualité et l'éthique de la recherche? Donc, et enfin, on se pose la question donc, est-ce que c'est une représentation du métier de chercheur qui est réalisable? Voilà, donc c'est là aussi donc quelque chose qui peut être soumis, qui est questionnable. Merci pour votre attention. Voilà, et si vous avez des questions, on serait vraiment ravis d'y répondre. Oui. Donc, il est bien que vous vous présentiez quand vous posez une question. Donc, je me représente, Stéphane Ballas. Je me posais la question de, alors, la vision qui est portée de ce métier par ce modèle-là est une vision qui est très décalée avec celle que j'ai moi, par exemple. Moi, je suis chercheur, je ne suis pas un manager, je ne suis pas un vendeur etc. Je ne considère pas que la recherche est une marchandise, hein. Je fais écho à Alain Suppiot qui dit le travail n'est pas une marchandise, mais je pense que les savoirs de la recherche ne sont pas des marchandises, et donc je ne veux pas vendre ces savoirs voilà. Donc tout ça, ça heurte un peu mon éthique, mais la question pour revenir à la question des référentiels, c'est quelle est la légitimité des acteurs concepteurs de ces référentiels, parce que derrière la légitimité en termes de représentativité d'un champ, voilà, vient directement la question de la légitimité du référentiel en tant qu'objet de référence. Hein, moi, dans ma thèse, j'ai montré que plus le champ de référence plus le champ de légitimité des acteurs qui produisaient les référentiels était étroit, plus le référentiel faisait une référence étroite. Et donc là, la question, c'est qui sont les acteurs qui ont fabriqué cette référence, qui est porteuse d'une idéologie très marquée, enfin voilà, que je ne discuterai pas ici, mais qui voilà, semble avoir l'intention de dire quel est ce métier, et qui me semble être une vision orientée. Voilà. Je t'en prie. Merci. La question des commanditaires. Alors, vas-y. Faut parler dans le micro. Faut parler dans le Oui, micro. je pose la question des commanditaires. Parce que commanditaires et concepteurs, ce ne sont pas les mêmes. Alors, les commanditaires, c'est pas tout à fait clair. En revanche, ce qui apparaît, alors, il y a d'un côté la méthodologie annoncée par les concepteurs, donc avec des enquêtes, et puis en même temps, on s'aperçoit que dans le rapport, ce sont 3 cabinets de conseil donc, qui ont réalisé ce travail. Mais comme il n'y a aucune référence qui sont données à la fin de ce rapport, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie annoncée, et puis en fait, on s'aperçoit que finalement, ce sont 3 cabinets de conseil qui ont réalisé le référentiel, et on suppose qu'il y a derrière, donc c'est quand même une commande de la Commission européenne. Donc, il y a une volonté de la Commission européenne, donc dans les objectifs affichés au départ, je pense que le référentiel traduit ces objectifs-là, je pense. Oui. Alors ensuite, on peut ne pas être d'accord avec les objectifs et puis le contenu. En fait, la question, évidemment, il y a une question idéologique, mais celle-là, elle n'est pas intéressante ici. Et puis, que je pense d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas un problème. La question, c'est juste par rapport à cette question des référentiels. C'est-à-dire que les référentiels sont porteurs, évidemment, d'une idéologie, mais toujours, quel qu'il soit. Simplement, c'est quel est le travail, ce que Chauvigny appelle le processus de fabrication d'un compromis social normatif qui permet de donner une légitimité au référentiel ou pas, quoi. Et là, comme souvent avec la Commission européenne, on a des parties prenantes, on a des gens qui sont désignés volontaires comme ça, mais ce n'est pas des gens représentant les États, représentant les institutions, etc. Et donc, ça pose une vraie question. Et quand en plus, il y a des cabinets qui viennent participer à la fabrication, ça donne encore
un autre rapport à la légitimité, et donc ça pose cette question-là. Voilà, voilà. En tout cas, c'est intéressant que vous ayez mis à jour ça, parce que c'est assez marquant, quoi, je trouve. Merci beaucoup. Oui, tu veux dire quelque chose, non, Fabienne? Non, non. Non, tu l'as dit, qui étaient les commanditaires, et derrière, il y a une volonté politique. Alors, ce qui est vrai, c'est que on va dire que les premiers concernés, les chercheurs, je ne suis pas tout à fait certaine qu'ils soient vraiment, qu'ils aient été consultés sur cette question. Et c'est ça qui est un peu vraiment problématique. Alors, contrairement à Vité, d'accord, qui était un référentiel de chercheurs créé par l'association, mais tu en parleras, Paul Baudet, elle le connaît très très bien, donc juste un mot sur ce référentiel qui a été fait par des chercheurs et pour des chercheurs. Donc, à la différence de celui-ci, où on n'a pas vraiment l'impression, effectivement, que les chercheurs n'aient été ni consultés, ni qu'ils aient été à l'œuvre dans la conception même de ce référentiel, ce qui est vraiment problématique. Enfin, en tous les cas, qui pose question. Mais heureusement, nous avons donc le grand témoin donc, vient d'arriver, mais nous lui avons envoyé notre travail heureusement à l'avance pour pas qu'il. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors peut-être oui, et puis ensuite Pascal. Ouais. En pratique, ce que je trouve utile dans le Research Prompt, indépendamment de la de la façon dont il a été dessiné, c'est que en pratique, je le montre aux doctorants et ça aide beaucoup avec le syndrome de l'imposteur. Ça leur permet immédiatement de voir ce qu'ils font dans leur carrière, parce qu'ils se reconnaissent au jour le jour dans le labo. Moi, je suis dans les sciences biologiques, chimiques, tout ce qui est sciences comme ça. Et donc, je ne sais pas encore comment l'utiliser à d'autres fins dans la formation. Et j'aimerais savoir si vous avez après des suggestions de comment s'en servir ou bien sûr l'adapter à Vite, à toutes les vidéos différentes. Alors, ce qui est vrai, c'est que les référentiels de compétences, je les trouve extrêmement utiles dans le sens où ils permettent de lever des implicites donc, sur le métier. Et donc, alors après, lever le syndrome de l'imposteur en montrant Research Camp, je me demande si on l'accentue pas. Non, parce que ça paraît tellement peu réalisable, donc que ça pourrait justement donner une impression de OK, je suis chercheur, manager, entrepreneur, donc ça peut être un peu. Oui, d'accord. Mhm. Alors peut-être juste aussi un mot sur le. Je pense qu'il faut aussi faire très attention avec les référentiels de compétences qui ne sont pas des référentiels de formation. Et donc là, c'est notre ami Stéphane donc, qui nous a alerté sur la question. Attention, donc, quel usage pédagogique faire d'un référentiel de compétences? Comment? Donc, est-ce qu'on montre à brûle pour point ce que vous devez savoir faire? Donc ça paraît pas optimum. Donc, mais c'est par quel moyen pédagogique, donc comment, quelle utilisation faire? Alors, nous, avec Fabien, on a travaillé sur le portfolio de compétences, et notamment celui qu'on a mis en place pour le DAB Grégoire. Et dans ce cadre-là, effectivement, on utilise à un moment, d'accord, mais pas au début, ce référentiel. Et là, on peut vous renvoyer une publication qui est apparue en 2024 à ce sujet. Non, je ne voulais rien dire. Merci pour, voilà, merci pour cet exposé.
Qui renvoie quand même à les évolutions du métier. Hein, quand par exemple on parle de management, moi j'y suis confronté tous les jours hein, dans mes fonctions, sans être formé. Voilà, c'est ça, hein, c'est un apprentissage sur le tas. Alors, ça c'est une remarque. Deuxième, je voudrais croiser ça avec le statut d'enseignant-chercheur que nous connaissons en France, mais dans d'autres pays aussi. Voilà, puisque le statut d'enseignant-chercheur, là, on repose plutôt sur une logique de profession, on va dire, reconnue, hein, avec des statuts, et puis des missions. Alors, des missions autour, bien entendu, de l'enseignement. Alors, je vois que dans ce type de référentiel, je ne sais pas, est-ce qu'on sépare vraiment enseignement et recherche? Oui. Ouais, donc, alors que c'est quand même lié dans une activité. Hein, nos responsabilités aussi administratives, voilà, qui sont de plus en plus nombreuses, on va dire cela. Et alors la question que je voulais par rapport aux missions, on ne parle pas du tout dans ce référentiel de liberté académique, par exemple. Je vous pose des questions, voilà. Ah, si, voilà, d'autonomie de l'activité, parce que là, j'ai l'impression que c'est un entrepreneuriat libéral, hein, voilà, tout à fait, voilà, néolibéral, et que on n'est pas dans dans la question, mais ça renvoie à la méthodologie employée, hein, et vous l'avez dit, on ne sait pas qui, est-ce que voilà. Et puis toutes les règles un peu, je dirais, déontologiques hein, qu'on peut travailler. Est-ce que ça, je dirais, exploré ou pas? Oui, voilà, c'est un ensemble de questions et de remarques. Hein, oui. La question de la Oui. déontologie, de l'éthique, du respect des productions autres, c'est très développé, d'autant plus qu'on est dans une société où le numérique prend une place énorme. Hein. En revanche, la question du management, c'est une vraie question. Oui, il s'agit non seulement effectivement de manager sa propre carrière, manager donc c'est pour le projet de recherche, manager des équipes. Donc voilà, donc ça ferait vraiment Management de soi. management de soi, oui, oui. Alors par contre, il y a, tu parlais des enseignants-chercheurs, comment se situer par rapport à ce référentiel-là. Il faut vraiment pas oublier que, en fait, ce référentiel, c'est un référentiel de chercheurs pour le monde académique, mais surtout aussi hors champ académique, d'accord? Et donc, il ne s'agit pas donc, de cibler spécifiquement le métier d'enseignant-chercheur. Voilà. C'est la raison pour laquelle toute la dimension enseignement n'est absolument pas donc, développée. Ah oui, attention au timing, ouais. Ah. Je me dépêche. Non, mais en fait, je voulais rebondir sur justement ce statut d'enseignant-chercheur avec la partie enseignement, la partie chercheur, mais également la partie responsabilité de formation, puisque bien souvent, des enseignants-chercheurs peuvent être responsables d'une formation. Vous l'avez compris, c'est mon dada. Voilà. Et donc là, sur le coup, on se retrouve vraiment dans le manager qui va devoir manager des équipes pédagogiques, enfin au moins son équipe pédagogique, parfois même une équipe administrative pour gérer et mettre en place sa maquette de formation, la piloter et ainsi de suite. Et ce qui me surprenait, c'est que dans la recherche que moi je mène, il distingue vraiment cette partie enseignement-chercheur et ne vont, de toute façon, du moins ne le conscientisent pas, d'aller chercher ses compétences de manager dans la partie recherche. Donc, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt en fait discussion, réflexion. D'accord. Oui, oui, on est complètement d'accord. Tu veux ajouter quelque chose? Oui. Oui. Oui, tout simplement. Oui, en écoutant ça, je crois que je suis très surpris. Moi, je ne suis pas du monde du tout de ce que vous faites en général, mais j'ai pas mal travaillé dans les entreprises. C'est purement ricain, ça. Hein, quoi. C'est vraiment toujours pareil. C'en est chiant, pardon, mais les performances, le machin, en fait, c'est très conformiste. Et en fait, je me dis, mais comment travailler avec ça? Comment faire un objet de travail?
de la relation avec des gens qui demandent comme ça. Parce que dans les entreprises, ils demandent comme ça marche pas toujours. Ça marche même rarement quand on fait vraiment comme ça. Ceux qui arrivent, souvent, on prend des petites boîtes qui créent des choses. Une fois qu'elles marchent, on les achète, on les fait rentrer dans les grosses. La technique des grosses ne marche pas, ça fonctionne pas. Faites de la peinture pour faire comme ça, comme ça, comme ça. Je suis pas sûr que Manet ait fait comme il fallait faire. Ouais, moins vite, me dit Stéphane, j'ai raison. Et du coup, là, la question que je me pose, c'est en tant qu'objet de recherche, c'est peut-être la relation avec des demandes qui sont formulées d'une façon ou d'une autre, celle-là ou d'autres. Finalement, c'est un objet concret, puisqu'il est à l'intérieur même de la relation entre le chercheur, quel qu'il soit, ou le groupe de chercheurs, et une demande, etc., par rapport à une société, etc. Donc, en fait, il y a un objet qui est là, je trouve. C'est une réflexion. Oui, c'est une remarque, c'est une très bonne remarque de conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec un objet prescriptif comme celui-ci? Donc, mais je pense que c'est une question qu'on va continuer à débattre tout au long de la journée. Et puis,